Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Merci d'être avec nous, 9h09, c'est le Grand Matin Sud Radio avec cette enquête ce matin, avec cette question surtout. Faut-il maintenir en vie Vincent Lambert, Véronique Jacqui, un petit point sur ce que disent nos internautes ce matin. Oui, ça vote beaucoup de commentaires, même si certains auditeurs trouvent la question déplacée. Ils se demandent qui ils sont pour pouvoir juger d'une situation aussi difficile. Mais ce matin, après la décision de la Cour d'appel de Paris, qui donne raison aux parents, la question se pose encore quand même. On est là pour en débattre. Donc du côté du vote des auditeurs qui vont sur le compte Twitter de Sud Radio, eh bien, faut-il maintenir Vincent Lambert en vie malgré la décision donc de la Cour d'appel de Paris qui demande un temps de réflexion de 6 mois? Eh bien, du côté de nos auditeurs, c'est non. Non à 77%. On a Villeneuve qui nous dit qu'il s'agit d'un acharnement thérapeutique. Quel est l'intérêt de maintenir en vie artificiellement un homme qui ne peut plus vivre une vie d'homme? Sur le plan moral, la question se pose. Est-il encore un homme? À l'inverse, Fleur de Lys nous dit la question ne doit pas se poser dans la mesure où il n'est pas en fin de vie. Il n'y a rien de pire que de laisser une personne mourir de faim et de soif. Et puis Liberté, Humilité ajoute dans toute cette affaire, la conscience intime humaine doit être maître. Je n'aurais sans doute pas eu la même réaction que celle des parents, mais je trouve impossible qu'une décision d'arrêt de la vie puisse être prise à l'encontre de la conscience des parents. Alors pour en parler, Caroline Fiat, aide-soignante, députée France Insoumise de la Meurthe-et-Moselle, auteur aussi il y a un an d'une proposition de loi relative à l'euthanasie et au suicide assisté. Bienvenue sur Sud Radio, bonjour. Il y a aussi Valérie Depat qui est maître de conférences en droit privé, qui est conseillère de l'espace éthique à l'Agence régionale de la santé en Ile-de-France. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Et il y a aussi Tuc Duhalderville qui est le délégué général d'Alliance Vita. Bonjour. Et puis Jean-Paul Amand, médecin généraliste et président de la Fédération des médecins de France. Bienvenue Bonjour. sur Sud Radio, Jean-Paul Amand. Et dans un instant, donc, vos appels au 0826 300 300, vous pouvez nous appeler d'ores et déjà et vous aurez la parole dans quelques minutes. Caroline Fiat, vous êtes justement, vous avez votre expérience à la fois d'aide-soignante, vous avez accompagné des personnes. Alors évidemment, d'autres comme Tuc Duhalderville diront que c'est pas de la fin de vie, que c'est vous, quelle est votre vision justement dans l'affaire Vincent Lambert? Alors ma vision, c'est qu'on parle aussi d'un collègue, puisqu'il est infirmier. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas été choquée quand ses collègues ont témoigné et qu'ils ont pu nous dire à l'époque que à chaque fois qu'ils voyaient un accidenté ou une personne en état végétatif, et moi aussi je l'ai fait, de dire à mes collègues, si un jour j'arrive comme ça, même si ma famille veut pas, vous me laissez partir. Donc le plus important à retenir, c'est que moi j'entends que remplissez vos directives anticipées. On ne le dira jamais trop. Si Vincent Lambert avait rempli des directives anticipées, on n'en serait pas à deux familles. Personne ne le fait, ça. Personne Non, parce que la mort est un sujet tabou en France. Ouais. Les gens, moi je le sais, quand j'ai dit à mes parents de remplir leurs directives anticipées, ils ont cru que je voulais les enterrer le lendemain en disant ça va mal finir. Oui. Donc non, vous pouvez les remplir, ça vous fera pas mourir le lendemain. Et si vous arrive quelque chose le lendemain, au moins vous êtes protégé. Oui. Les Valérie Allemands le Depat. font d'ailleurs, remplir les directives anticipées. Un Oui. Allemand sur deux, ils ont beaucoup plus cette culture que nous. Oui, c'est vrai. Culture nordique en même temps, en fait. Oui. Valérie Depat. Je crois qu'on approche des 20% aujourd'hui de personnes qui ont rempli leurs directives anticipées, ce qui est déjà beaucoup mieux. 20%? Et encore 20%, j'exagère. Je crois que ça a été 12. Il y a eu un sondage qui a dit 17. Oui. Ouais, en tout cas. Non, mais je pense qu'il n'y a pas En de... 2012, on était à 2,5% de Ouais. personnes ayant rempli leurs directives anticipées. Il y a eu beaucoup de débats autour de l'euthanasie, la fin de vie, etc. Mais il n'y a pas eu de campagne en tant que telle, quoi, si? Ou alors ça m'a Si, un petit échappé. peu. Si, alors un petit peu, oui, c'est ça. Un petit peu. Il y a eu des spots, et puis chez les médecins, on trouve... C'est vrai, on formulaires. aborde la question. Jean-Paul Amand, ça c'est intéressant. Est-ce que les patients, quand ils viennent vous voir, certains abordent cette question ou c'est quand même un peu tabou? Généralement, quand ils viennent me voir, C'est pour se soigner. Oui, c'est pour se soigner. Donc, C'est pour vivre. Ils viennent pas avec leur directive anticipée toute prête. Alors, j'ai même vu, pour promouvoir le fameux dossier médical personnel, que il était prévu qu'on mette sur le DMP les directives anticipées. Alors ça, le DMP, c'est un autre sujet. Il faudra les retrouver dans le foutoir du DMP actuel, mais on peut déposer ces directives anticipées sur le dossier médical personnel maintenant. Oui, oui. Tuc Duhalderville.
sur ces directives anticipées, en fait, il faut reconnaître, c'est très difficile à remplir. Ah bah bien sûr. Donc nous avons fait un travail d'ailleurs avec Alliance Vita, je vous l'ai apporté, à la radio c'est bien, ça se voit. Un petit fascicule qui est très pédagogique parce qu'il y a des principes généraux, c'est-à-dire ni acharnement thérapeutique, à nos yeux, ni euthanasie, c'est-à-dire qu'on prenne soin de nous dans le respect de ce que nous sommes. Et puis ensuite, quand on déclenche une maladie évolutive dont on sait qu'elle va aboutir peut-être à un étouffement, par exemple, on peut refuser une gastrostomie, une trachéotomie. Si on sait qu'il risque d'y avoir une pause de gastrostomie, on peut la refuser ou l'accepter. Mais ça dépend beaucoup de ce qui se passe au début de la maladie évolutive. Et donc, nous assistons pour que ça soit toujours révisable, en lien avec le médecin, sans rompre la confiance soignant-soigné. Et donc, c'est un peu facile d'imaginer que simplement, en protocolisant par avance un état qu'on ne connaît pas et on ne sait pas dans quel état mental ou moral on va se retrouver si on est gravement malade, parce qu'on peut changer d'avis. Moi, j'ai accompagné des personnes qui voulaient mourir, par exemple, à domicile, et à un moment donné, elles ont demandé à être hospitalisées pour être sécurisées. Donc, il faut que ça soit toujours réversible et toujours que le médecin et les patients, la personne de confiance qu'il faut aussi pouvoir désigner, puissent à chaque fois réévaluer. Parce que c'est un peu, à la fois, je dirais, trop facile et même impossible de définir par avance tous les cas de figure qui pourraient nous arriver. Oui, Jean-Paul Lamont, vous n'êtes pas d'accord ? Mais là, si vous voulez, on rentre exactement dans l'affaire Lambert. Oui, c'est vrai. Parce que là, vous avez quelqu'un qui remplit une directive anticipée, qui l'écrit, qui la dépose, et puis vous avez quelqu'un qui va pouvoir décider pour lui a posteriori. Donc ça, si vous voulez, là, regardez ce qui s'est passé quand même. Il y a une loi Leonetti. Les médecins qui, quand même, là, en 2018, déclarent état végétatif chronique irréversible. Irréversible. Non, mais c'est pas pour autant c'est pas possible relationnel, c'est irréversible. Non, la loi Leonetti permet justement d'arrêter les soins. Je trouve que la loi Leonetti, elle va pas assez loin dans ces cas-là, si vous voulez, parce qu'arrêter, affamer les gens et les faire mourir de faim, je trouve que c'est pas, même si on met des sédatifs, etc., c'est pas assez. Mais là, la justice vient à l'encontre d'une décision médicale collégiale. C'est pas un type qui tout seul décide de pousser la seringue. Au début, ça s'est passé comme ça. Trois neurologues réputés, incontestables, qui sont professeurs de neurologie, qui savent ce que c'est, qui décident que c'est un état chronique végétatif irréversible. Et là, la justice s'en mêle. Et alors là, pour moi, cette affaire, c'est de l'acharnement judiciaire pur. À quand une commission interplanétaire pour aller au-dessus de la commission des droits de l'homme ? Enfin, écoutez, là, c'est de l'acharnement judiciaire pur. Il y a une controverse, controverse là-dessus. C'est une procédure qui s'explique. Lorsque le médecin prend la décision d'arrêter les traitements, les proches, les tiers, ont le droit de faire appel de cette décision. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a amené l'histoire de Vincent Lambert jusque-là. C'est un appel de décision. Maintenant, la justice ne se substitue pas au médecin. Elle vérifie que la loi et la procédure inhérente donc à l'arrêt des traitements, la décision d'arrêt des traitements, a été respectée. Et c'est ce qu'a dit le Conseil d'État. La procédure a été respectée. La Cour européenne a rejeté la requête, ce qui veut dire, alors pour parler en raccourci, mais qu'elle a estimé également que la loi a été respectée et que la loi française pouvait être appliquée. Maintenant, la saisine du Comité des droits des personnes handicapées, c'est autre chose. On a adhéré à cette convention sur les droits des personnes handicapées. En adhérant à la convention, on a accepté son caractère contraignant. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de la suivre, ça veut dire qu'on est obligé de se soumettre à sa demande et d'entendre son avis consultatif. Oui. Parce que ce qu'il y a derrière, toute cette affaire, y compris la division triste de cette famille, est née parce qu'un jour, des parents, parce qu'un de leurs enfants les avait alertés, ont découvert que depuis 21 jours, on n'alimentait plus leur fils, qu'on ne l'hydratait que très partiellement. Et ils ont obtenu de la justice, au bout de 31 jours, c'était en 2013, qu'on renouvelle cette alimentation afin qu'ils ne meurent pas. Ils ont été mis devant le fait accompli d'une décision médicale qu'on ne leur a pas dit. Il faut comprendre leur colère, il faut comprendre qu'ils aient perdu leur confiance dans une partie de l'équipe soignante. Et quand ils ont fait appel au comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, c'est parce qu'ils estiment que leur fils est gravement handicapé, comme quelques 1600 autres. Il y a des controverses à ce propos entre des médecins neurologues, je pense le professeur Xavier Ducrot, qui a témoigné encore de l'état assez incernable, assez mystérieux de Vincent Lambert. Parce que c'est des états où on balance entre effectivement des états neurovégétatifs où la personne ne peut pas s'exprimer du tout, des états post-relationnels où il y a des modes d'expression difficilement interprétables. Donc le grand scandale, et c'est ce que
Nous pensons que la sortie par le haut pourrait être, et beaucoup le pensent, des médecins spécialisés dans les états EVC, EPR le pensent aussi. Le grand scandale, c'est qu'il soit maintenu dans un établissement où, depuis 5 ans, il n'a plus les soins qui sont dus à ce type de patient. Il n'a plus de kiné, il n'a plus de sortie, plus de mise au fauteuil, il n'a plus de sortie à l'extérieur du fait de l'imbroglio que vous connaissez. Et nous demandons, et beaucoup de médecins spécialisés dans ces états le demandent, qu'il soit transféré dans un établissement approprié à ces états. Ouais, il y en a nos nombreux en France qui sont prêts à l'accueillir, ils l'ont dit. Jean-Paul Hamon, vous qui êtes le président des médecins de France, pourquoi vous ne considérez pas que Vincent Lambert est un homme lourdement handicapé ? Non, moi, je considère qu'il est lourdement handicapé. Mais est-ce moi, que c'est pas par cet angle-là qu'il faut aborder la question ? Parce que vous dites fin de vie, on n'est pas dans un état de fin de vie, ça fait pas 10 ans qu'il est en fin de vie. Je me réfère à ce qu'ont dit les 3 neurologues dont la réputation n'est plus à faire et qui font autorité en la matière, qui l'ont examiné et qui disent que c'est un état végétatif chronique irréversible. Pour moi, ça veut dire quelque chose quand même. Oui, mais 1500 personnes en France sont dans ce cas. Ouais, donc est-ce qu'ils ne mériteraient pas d'aller dans un institut spécialisé. Mais qu'ils aillent dans un institut spécialisé, ça ne me dérange pas. Mais franchement, là, si ça, c'est pas de l'acharnement judiciaire, c'est le battage judiciaire autour. Il y a des tas de personnes qui effectivement partent tranquillement, accompagnées par les équipes, qui appliquent la loi Leonetti, même sans doute en forçant un peu plus sur les calmants qu'il ne faudrait pour que les gens ne meurent pas complètement de faim. C'est tout. Franchement, là, on est dans l'inhumanité la plus totale. La famille se déchire, je le comprends. Mais sincèrement, il faut faire confiance aux neurologues et laisser les médecins travailler dans la sérénité. Honnêtement, les équipes soignantes qui s'occupent de Vincent Lambert, je voudrais pas être à leur place. Moi, je sais pas qui voudrait le prendre en charge maintenant avec cette médiatisation qui est absolument insupportable pour les équipes soignantes. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Caroline Fiat, les équipes soignantes, comment elles vivent ça, puisque vous avez été aide-soignante avant d'être députée de la France Insoumise. Je vous le dis, c'est d'autant plus compliqué que c'est un collègue. Oui. Et que, alors je ne dis pas que forcément quand on est soignant, on veut, en cas de difficulté, qu'on arrête les soins. Moi, j'ai des collègues jusqu'au bout. Mais il l'a dit très clairement. Si un jour je suis enfermée dans mon corps, c'est ce qu'on appelle nous comme ça. Oui, bien sûr. Si un jour je suis enfermée dans mon corps, je ne veux pas continuer. Il l'a dit à son épouse. On serait en Belgique. C'est le choix de l'épouse qui aurait primé parce qu'il a choisi de construire sa vie avec elle. On se retrouve dans une situation où il faut bien comprendre que c'est l'affectif qui prend le dessus. Quand on vous apprend le décès de quelqu'un, il y a les 5 fameuses phases de deuil qui sont très compliquées à gérer. Là, ça s'appelle un deuil par anticipation, c'est-à-dire à quel moment je laisse, pour les parents, je suis maman, bien sûr, quel moment je laisse mon fils mourir. C'est juste horrible. Et du coup, je me dis qu'avec l'affectif et l'horreur de cette décision, est-ce qu'il est judicieux en France que les parents qui ont cet affect autour de la personne et le dernier mot, vous voyez. Mais comme les familles et tout ça, là, il y a des médecins qui ont décidé, qui ont bien dit que c'était irréversible. Il n'y aura pas de mieux. La personne avait dit Vincent Lambert avait dit à plusieurs personnes qu'il ne souhaitait pas rester dans cet état. Je pense sincèrement que si c'est vraiment son choix, il faut arrêter d'épiloguer là-dessus. Ne pas le maintenir en vie. D'où notre question qui est assez cash, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais parce que c'est le fond en fait du problème. Faut-il maintenir en vie ou pas Vincent Lambert peut-être derrière votre question, il y a une forme d'ambiguïté. Est-ce qu'il est maintenu artificiellement? Est-ce que juste on lui donne les soins qui sont légitimés par son état? C'est tout le dossier en fait. Mais vous voyez, mais la question c'est où se situe la disproportion. C'est-à-dire qu'une personne qui respire spontanément, dont le corps n'est pas malade, sauf qu'il a cette très grave dépendance et que son mode d'expression est incernable, mais il y a quand même des débats médicaux assez forts là-dessus. Le spécialiste belge de ces états dit qu'on se trompe assez fréquemment. Et vous savez, elle est ambiguë et en même temps, il y a une partie de la famille qui demandait à ce qu'on ne le laisse pas en vie. Bien sûr. Oui, c'est ça. Mais alors, la question devant la justice, c'est exactement ça. Vous savez, le risque dans ces situations, et je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie d'être dans sa situation, c'est évident, mais le risque, c'est de se projeter. Alors que l'enjeu,
pour moi, c'est de protéger. Parce que si on se projette dans une situation qu'on ne connaît pas, évidemment, elle nous paraît totalement inhumaine. Mais si on privilégie la personne qui veut protéger la vie de celui qui est très dépendant, à ce moment-là, on s'en sort par le haut. Mais je conçois que ça soit très difficile à vivre, bien sûr, des deux côtés. Il y a même beaucoup imposer la question, évidemment, ça nous heurte. Avant de réagir, Valérie Depatte, on voudrait juste avoir une réaction au standard avec Franck qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Bonjour Sud Radio, bonjour à tous. Oui. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me donner la parole. Moi, je voudrais juste saluer déjà la qualité des intervenants qui sont sur le plateau ce matin. C'est des réflexions très intéressantes et je dois avouer, j'ai pas beaucoup mieux à dire. Moi, je voudrais juste évoquer un truc sur l'idée que c'est vrai que la notion, l'approche de la mort dans nos sociétés, elle est quand même vachement limitée et c'est quand même super dommage. Moi, je me souviens, j'avais discuté de cette problématique-là avec un médecin et il était vraiment parti bien en tête sur ces sujets. C'est très compliqué d'aborder ces sujets-là avec le corps médical et avec le corps judiciaire aussi. Et on a, je dirais là-dessus, des médications qui est très limitée, je dirais bêtement par rapport à d'autres cultures. Et je pense que c'est vraiment dommage de ne pas approcher cette notion, je dirais pas dans notre quotidien, mais c'est quand même très éludé comme sujet. Non, mais c'est vrai. C'est dommage. Oui. Non, mais ça, Franck, vous avez raison. C'est ce qu'on évoquait il y a 10 minutes avec le docteur Hamon, où on se posait la question, est-ce que dans les cabinets médicaux, on évoque cette question? Est-ce qu'on devrait l'évoquer? Essayer, en tout cas, à inciter davantage, même si on peut changer d'avis au cours, évidemment, de sa vie, Valérie Depatte. Oui, il revient au médecin d'informer ses patients de la possibilité d'écrire des directives anticipées et de leur expliquer de quoi il en retourne. Ils peuvent demander conseil notamment à leur médecin. Je voulais aussi dire qu'il existe sur le site de la Haute Autorité de Santé, qui est très facilement accessible, des modèles de directives anticipées, qui ne sont pas parfaits, mais qui expliquent un peu les choses. Docteur Hamon, et puis on va marquer une pause et on va revenir dans le débat. C'est sûr que si quelqu'un vient me voir pour une angine et que je le branche sur les directives anticipées, il va me regarder de travers. Ça, c'est clair. C'est toute la difficulté de l'information. C'est toute la difficulté de la chose quand même. Oui, mais c'est quand on est en vie, quand tout va bien, qu'il faut... je suis d'accord. C'est exactement comme les droits de succession, etc., dans les familles, etc. Est-ce qu'il ne suffit pas de dire je ne veux pas d'acharnement thérapeutique? L'acharnement thérapeutique est illégal, heureusement, en France. Normalement, il n'y a pas d'acharnement. Ni euthanasie, ou obstination déraisonnable, pour prendre un terme effectivement plus technique. Par contre, c'est pour, est-ce que j'accepte ou je refuse certains traitements? Est-ce que j'accepte telle intervention chirurgicale? Est-ce que j'accepte tel ou tel traitement? Et on a parfaitement le droit de refuser. Mais pour le faire, il faut le faire en conscience, éclairé, en sachant quel est ce traitement. Quand j'ai un accident de la circulation, si on met des tuyaux partout, analgésiques, pour maintenir mon cœur, etc., et que je m'en sors bien, j'en suis bien content a posteriori. Et effectivement, si je tombe dans un état de grande dépendance, bien après, les personnes peuvent s'interroger, est-ce qu'on a eu raison d'aller jusque-là? Mais l'interdit de passer à l'acte, est-ce que c'est pas ça qui nous permet, pour les plus fragiles de notre société, de vivre ensemble? Le fait les personnes handicapées, j'étais hier avec un homme en fauteuil roulant qui témoignait en disant, mais quel regard on pose sur moi si on pose sur Vincent Lambert le regard qui le voit comme un mort-vivant. Vous voyez, ça c'est le grand risque. Je pense que ça va susciter des réactions. On va continuer. Déjà Georges de Nîmes, restez avec nous, continuez de nous appeler 0826 300 300 sur cette question un peu cash, on peut le dire. Faut-il maintenir Vincent Lambert en vie? 9h26, restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Appel non surtaxé. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. C'est la deuxième partie de notre enquête ce matin, après la décision médicale qui avait acté l'interruption de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert. Ses parents ont saisi le Conseil d'État et la Cour d'appel de Paris et la Cour européenne des droits de l'homme. Et hier, la Cour d'appel a ordonné donc la reprise des traitements. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette question ce matin. Faut-il maintenir en vie Vincent Lambert? Alors beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, Véronique Jacquier. Oui, ça et puis on a Georges de Nîmes qui nous attend au standard. Alors, faut-il maintenir Vincent Lambert en vie? C'est non à 74%, avec Michel qui nous dit votre sondage est déplacé pour le moins. Comment peut-on réduire la vie à un sondage? Il y a Colonia qui nous dit... C'est une vraie question. Il faut préciser en fait des choses. Nous, on vous demande en fait de vous exprimer pour qu'il y ait des commentaires autour de ça. Évidemment, c'est pas avec ce sondage qu'on va décider ou pas, mais c'est important de connaître la tendance et puis d'avoir une question. C'est vrai qui est un peu cash, mais qui interpelle parce que c'est vraiment le fond du dossier. Mais en matière juridique, c'est ce qui va se passer.
Ben, oui, c'est exactement ce qui se passe. Alors, pardon, c'est vrai, pour certains, ça peut sembler indécent et tout, mais parlons vrai sur Sud Radio, et donc c'est ce qu'on essaie de faire, hein, Véronique. Et nous avons des invités qui nous permettent justement de nous faire une opinion et de nous faire un avis sur une question aussi difficile. Alors, il y a Eurasienne qui interpelle directement Caroline Fiat, qui est aide-soignante, députée France Insoumise de la Meurthe-et-Moselle, auteure d'une proposition de loi relative à l'euthanasie, au suicide assisté. Elle dit, chère madame, il n'y a pas d'écrit confirmant cette soi-disant volonté de Vincent Lambert. Vous affirmez, il l'a dit à son épouse. Nul n'est en droit de se mêler de cette affaire privée. Des médecins contredisent l'avis des confrères qui prônent l'euthanasie. Ça, c'est vrai, hein, qu'on a des médecins qui prônent l'euthanasie, d'autres qui disent non, il faut surtout pas toucher à Vincent Lambert. Et c'est vrai que ce qui est un peu gênant dans cette histoire, c'est que il l'aurait dit à sa femme, mais ça reste oral, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'écrit. Hein, Caroline Fiat? Oui, non, mais alors, justement, je pense que je fais attention depuis hier à tout ce que je dis, donc je ne pense pas avoir dit qu'il l'avait dit. À chaque fois, je parle le conditionnel parce que c'est les informations qui ont été données, et j'ai envie de penser que ses collègues n'ont pas menti, parce que les soignants ne mentent pas. Et tout simplement aussi se dire que c'est un sujet difficile et compliqué. La question que moi j'ai envie de retourner à cette dame, c'est si demain vous avez dit à vos enfants, je vais être enterré normalement, et surtout comment vous ne m'incinérez pas, et que ces enfants font autrement parce qu'elle l'a pas écrit. Là, c'est difficile. Hein, la personne est décédée. Parce que je veux dire, c'est que écrire ces directives anticipées, ce n'est pas un sujet tabou. Vous voyez, quand j'ai présenté la proposition de loi sur l'euthanasie à l'Assemblée, ça a fait sourire, mais il y a un moment donné, j'ai regardé mes collègues députés en leur disant, attendez, je vais peut-être vous apprendre un truc trash, on va tous mourir. Pourquoi ça les a fait sourire, alors? Pourquoi? Parce que je suis obligée de leur dire, mais parce que c'était vraiment le sujet. Mais vous vous rendez compte, vous voulez, alors, je voulais tuer tout le monde à un moment donné. Enfin, non, mais vraiment, on ne peut pas parler. Enfin, c'est vraiment un sujet tabou. On meurt. Point. Plus ou moins après, jeune. On croit ou pas à une autre vie, mais ça c'est autre chose. Mais ça, c'est après, c'est une fois qu'on est décédé. Mais vraiment, faut remplir ces directives anticipées. Effectivement, monsieur, par moment, des fois, c'est compliqué. Même moi, il y a eu des choses. Mais parlons-en. Moi, j'ai rempli mes directives. J'ai expliqué à mon mari que là, j'avais marqué ça, mais que si je devais être grand-mère, parce qu'il faut penser à tout des fois, et que le bébé est prêt à naître, je veux bien attendre une journée pour que. Enfin voilà. Mais non, mais. La fin de vie digne, vous savez, moi, la proposition de loi. Ici, on est plusieurs autour de la table. Si je demande à chacun d'écrire la définition de fin de vie digne, on aura tous une définition différente, parce que c'est un choix personnel. Mais juste, il faut essayer de faire en sorte que les choix personnels soient pris en compte. Véronique, oui, autre commentaire qui souligne la dignité des personnes handicapées. Eric nous rappelle Stephen Hawking, qui était lourdement handicapé, un brillant astrophysicien, mais lui, il avait les moyens de communiquer avec le monde extérieur, hein, ce qui n'est pas le cas de Vincent Lambert. Mais enfin, n'oublions pas non plus qu'il y a des personnes lourdement handicapées et qui restent magnifiques. C'est vrai, moi je suis d'accord avec Caroline Fiat sur l'importance de parler de ces sujets, de parler de la mort. Nous, on a fait une grande enquête auprès des Français en leur demandant qu'est-ce que la mort d'un proche leur avait appris sur la vie. Et on a eu des conversations absolument magnifiques parce qu'il faut vraiment que ce sujet, non pas qu'on en soit obsédé, mais qu'on en parle. Voilà, mais il faut bien noter que les personnes qui revendiquent l'euthanasie, ce qui n'est pas mon cas, le font en général pour des personnes gravement malades, en fin de vie, qui l'ont demandé, qui le demandent. Ce n'est pas le cas de Vincent Lambert, qui n'est ni gravement malade, mais gravement dépendant, qui n'est pas en fin de vie, sauf si on l'y met, et qui n'a pas demandé qu'on arrête son alimentation. Par conséquent, il y a vraiment, de ce point de vue, une brèche qui risque de s'ouvrir. D'où les cris, je pense, d'inquiétude des personnes gravement handicapées ou de leurs proches qui se disent qu'est-ce que ça signifie comme conséquence pour les quelques personnes. Jean-Paul Hamon, Caroline Fiat et Valérie Depatte, vous avez été tellement bon tout à l'heure que vous avez suscité énormément d'appels au 0826 300 300. On va prendre, en fait, on va dialoguer avec vous et vous allez pouvoir aussi répondre aux interrogations s'il y en a, Cécile. Et on part bien sûr à Nîmes avec Georges. Bonjour Georges. Bonjour Georges. Oui, bonjour. Effectivement, n'attendez pas que je me prenne une partie pour un ou deux choses. Moi, je précise toujours tout de suite que je suis médecin coordonnateur dans un EHPAD. Bon, le sujet de la mort, il est forcément abordé avec les familles, parce que généralement ces personnes-là, c'est difficile de s'exprimer correctement, je vais dire, et c'est aussi le problème d'avoir la personne de confiance. Nous, dans le dossier d'admission, ça a été mis. Bon,
par extension, parce que le papier n'est jamais signé, or c'est la loi, par extension, on prend un des proches. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, puisqu'on parlait de la mort n'est pas un sujet tabou. Quand vous dites, je ne sais pas qui l'a dit, et c'est pas un reproche, comprenez-moi, un client vient me voir dans mon cabinet libéral pour une angine, je ne vais pas lui parler de la mort. Si, je ne vois pas pourquoi. Attendez, comme m'a été dit, et c'est pratiquement une phrase d'Hippocrate, on meurt, entre les deux, on fait ce qu'on peut. Mais c'est aussi autre chose. Donc, et en soins, j'ai bien entendu, et j'ai beaucoup apprécié, quelqu'un de chez vous, excusez-moi, je sais pas, de parler d'acharnement judiciaire. Parce que si vous reprenez la loi que moi j'ai reprise dans le jeu du 2 février 2016, il est bien dit dans le texte de loi qu'il apparaît inutile, disproportionné lorsqu'ils n'ont pas d'autre fait, enfin tout ce que vous savez, alors le seul maintien artificiel de la vie. Il faudrait définir ce que c'est la vie. C'est un autre débat. Ils peuvent être, les traitements, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté à l'issue d'une procédure collégiale de médecins, tout ça, c'est ce qui a été fait. Bon, le troisième volet, et j'en arrête là, bien entendu, parce qu'il faut de la place pour les autres, c'est quand même, ça rejette le problème des juges, on va dire d'une manière générale. Il y a des juges qui ont dit oui. Quelques jours plus tard, la Cour européenne a dit non, si j'ai bien compris, mais quelques jours plus tard, et c'est la loi en France, c'est des procédures, une autre juridiction dit non. C'est intéressant, moi, que je sois encore une fois, et c'est le truc classique, jugé à Marseille ou à Rennes, il n'y aura pas le même jugement ou les mêmes peines et tout ça. Donc là, on est dans une bataille judiciaire, on n'est pas dans une bataille médicale, je suis désolé. Et j'ai travaillé, parce que j'ai été aussi pédiatre dans le domaine des enfants handicapés, des trucs comme ça, qu'on ne vienne pas nous raconter, pas n'importe quoi, je m'excuse. Bon, les enfants, les parents, quand on savait que l'enfant, à brève échéance, même à 3 mois ou 6 mois, il fallait quand même en parler. Ça existe, la communication. Et l'humanisme, ça s'apprend pas en faculté. Je suis désolé. Bon, voilà, c'est tout. Non, mais ça, c'est vrai. Georges, et par pitié, moi, je fais partie, effectivement, depuis longtemps, de l'association du droit de mourir dans la dignité, ce qui ne veut pas dire, comme dit M. Romero, que c'est obligatoire et que chacun doit décider, vous me touchez pas ou vous me touchez. Un commentaire, Valérie Depatte, et ensuite Jean-Paul Hamon, parce que vous avez été cité 2 fois, directement. Valérie Depatte. Oui, peut-être ce qu'on peut dire pour quand même essayer de recentrer le débat sur ce... Merci Georges. Voilà, sur ce qui fait aujourd'hui qu'on en est là. C'est que la loi définit le cadre dans lequel les traitements peuvent être arrêtés, et la justice ne fait que vérifier que ce cadre est respecté. Les juges ne font pas une expertise de l'état de Vincent Lambert. Simplement, ce n'est pas parce que c'est un grand handicapé, ce n'est pas parce qu'il est polyrelationnel ni même végétatif qu'on arrête les traitements, c'est parce qu'on considère que ces traitements relèvent aujourd'hui d'une obstination déraisonnable. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas étendre le cas de Vincent Lambert à l'ensemble des personnes dans un état comparable, les 1700 personnes qui se trouvent dans des unités dédiées. C'est parce qu'on estime que les soins relèvent de l'obstination déraisonnable. Ce n'est pas parce qu'il est tétraplégique. Oui, mais vous dites, Jean-Paul Hamon, vous l'avez dit tout à l'heure et répété, c'est de l'acharnement judiciaire quand même, quoi. Non, absolument. Et puis là, la vraie question quand même qui est posée ici, c'est celle de l'euthanasie. Et il faut pas avoir peur de la poser. Vous avez bien raison de dire que la vie est une maladie mortelle. Et il faut bien en avoir conscience. Lui, il est en EHPAD, mais moi, la semaine dernière, j'ai eu une centenaire qui a fait une fausse route devant sa fille et sa petite fille. Elle a été rattrapée. Et moi, je l'ai revue le lendemain. Elle était bien, elle était dans son lit, elle n'avait pas d'escarre, elle m'a reconnu, m'a fait un petit sourire, etc. Et quand je suis arrivé à l'infirmerie, la petite fille qui est gériatre avait mis en route une procédure avec morphine, scopolamine, etc. Vraiment, c'était une procédure d'accélération. Et là, j'ai dit, écoutez, franchement, je suis pas d'accord. Ma petite mamie, elle va bien, etc. Et j'en ai une autre qui a été refusée, par des chirurgiens dans un grand service hospitalier. S'était cassé le col du fémur à 107 ans. Il l'avait renvoyée dans son EHPAD et je me dis mais attends, si on fait rien pour cette femme qui était bien, qui était consciente, etc. J'ai dit elle va mourir d'escar parce que on pourra pas l'opérer. Donc j'ai appelé mes copains chirurgiens, j'ai dit écoutez les gars, elle a 107 ans, elle est nickel.
on l'opère. Et on l'a opérée, on a fêté ses 108 ans, elle n'a pas résisté à la fête qu'on avait faite pour ses 108 ans, mais elle a vécu pendant un an peinard. Ouais, donc, ouais. si vous voulez... En conclusion, Tuc Golderville et puis Caroline Fiat ensuite. Oui. Ces deux exemples sont magnifiques. On s'aperçoit que le médecin peut éclairer les proches sans forcément tenir compte de choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Et donc, il faut toujours maintenir cette relation de confiance, cette parole, pour ne pas considérer que des personnes, en raison de leur âge ou de leur handicap, ne sont plus dignes d'être soignées. Il faut maintenir les juges à distance, hein, c'est ça qui est important. Mais on parle de soins, mais le problème, c'est que Vincent Lambert manque de soins. Des soins appropriés à son état, kiné, et ça c'est quand même aussi, à mon avis, ce qui va être discuté dans les jours qui viennent avec le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, c'est est-ce qu'on va assurer et garantir à Vincent Lambert les soins liés à son état de grand handicap. Ouais. Un dernier mot, Caroline Fiat. Oui, juste pour dire aussi qu'il faut bien prendre en compte le besoin de personnel dans tous les établissements de santé, parce que moi, ça m'est arrivé une paire de fois en EHPAD, où la personne rentre à 75 ans en pleine forme, et à un moment donné, ça va un peu moins bien, et sur le dossier, c'est marqué souhaite être réanimé, sauf qu'aux soignants, qu'à chaque fois qu'on est passé, elle nous dit là maintenant je suis fatiguée, je veux plus, mais la personne de confiance ne passe pas. Nous, on n'a pas le temps, nous on n'a pas le droit d'écrire. Enfin vraiment, les directives anticipées, écrivez-les tous, et surtout mettons des gens à disposition auprès des personnes en établissement ou quoi que ce soit pour discuter avec ces personnes. On peut changer d'avis du jour au lendemain. Il faut que ce soit écrit à un moment donné. Donc mettons du personnel auprès de ces personnes. Voilà. C'est vrai. Caroline Fiat, vous êtes députée de la France Insoumise et je le rappelle aussi aide-soignante, ancienne aide-soignante et puis auteur d'une proposition de loi. Oui, du personnel en EHPAD et dans les unités de soins palliatifs aussi. On n'en parle pas suffisamment, bien entendu, dans notre pays. Alors, faut-il maintenir Vincent Lambert en vie? Ça a vraiment beaucoup voté, beaucoup de commentaires. J'espère que les auditeurs peuvent se faire une opinion et une idée. Et c'est toujours non. Faut-il le maintenir en vie? Eh bien, c'est non à 74%. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à nos auditeurs. Et puis tout de suite, c'est Valérie Expert. Bonjour. Bien écoutez, nous, à 11h, on va évidemment revenir sur le cas Vincent Lambert, parce que c'est quand même effectivement assez cette histoire vous fait beaucoup réagir. Donc on va en reparler à 11h. Oui, d'ailleurs, au passage, on n'a pas pu prendre tous les auditeurs qui nous ont appelés. Ils peuvent appeler tout à l'heure entre 11h et midi pour réagir. Hier, on a eu une personne qui travaille en EHPAD, pas en EHPAD, dans un centre spécialisé, et qui disait la même chose que ce que vous venez d'entendre, à savoir il aurait besoin de soins particuliers. On va parler évidemment de l'interview d'Emmanuel Macron, de son implication dans la campagne à quelques jours des élections européennes. Vous avez entendu François-Xavier Bellamy est en colère après justement cette interview. Et puis, il est calme dans la colère. Colère contenue, mais enfin quand même. Et puis on va parler de Laetitia Hallyday avec un doc ce soir qui lui est consacré, la vraie histoire de Laetitia Hallyday. Et puis on va revenir sur Game of Thrones, le phénomène. Vous avez regardé, évidemment. Ça ne s'arrêtera jamais. Vous êtes arrivé en retard au boulot, je suis sûr, pour regarder l'épisode en direct. Il y a débat, c'est-à-dire que la plupart des fans veulent qu'on refasse une saison 8 parce qu'elle est complètement ratée. Je ne veux pas spoiler, mais elle est complètement ratée. Il y a une pétition avec plusieurs millions de signataires pour refaire cet épisode 8. On aura Alain Carazé avec nous pour en parler, le grand spécialiste des séries. Ce qui est étonnant, c'est que personne n'a balancé la fin. C'est dingue. Faut pas lire. Faut pas lire. Et ben moi, je vais le faire. Non, il y a des articles qui quand même donnent quelques indices. Voilà. Mais nous, on ne dira rien. Alors j'oublie toujours le nom que nous a dit hier Jérôme Bonaldi, c'est divulgaché. Plutôt que spoiler, divulgaché. C'est très joli. C'est vrai, il a raison. C'est très joli. Divulgaché. Il paraît que ça a été fait dans les trams à Bordeaux hier. Bravo. Et nous, dans un instant, on va vous parler des batteries à base d'excréments de poissons. Voilà, c'est Yolande Delavigne. Et surtout, on va parler. On va parler des abeilles, bien sûr, de l'éloge des abeilles de Christophe Gatineau qui sera avec nous quand les insectes ont le bourdon. Exactement. Et c'est aux éditions Flammarion. C'est très intéressant. 9h45, c'est le Grand Matin Sud Radio.